Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, nous allons nous intéresser un peu à l'utilisation des intrants agricoles et produits phytosanitaires pour creuser le sujet. Un invité en plateau, un expert qui s'y connaît. Son nom, c'est Christopher Degboivy. Il est bien sûr ingénieur agroéconomiste, expert en ingénierie agronomique, également directeur commercial de Antéorsal et community manager de la multinationale Savannah France, qui est bien sûr spécialisée dans la fourniture des intrants agricoles. Pendant les 40 minutes, nous allons essayer de parcourir tout le thème dans tout son ensemble, puisque nous sommes bien sûr à l'orée d'une nouvelle saison agricole et l'info l'oblige pour que les gens puissent bien faire une bonne semence, bien récolter pour avoir des résultats qu'il faut à la fin, bien sûr, de cette saison. Christopher, merci d'être là. Merci Mathieu. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. D'entrée de jeu, qu'entend-on par intrant agricole? Merci Mathieu pour cette question. Avant de la répondre, je voudrais exprimer ma gratitude à votre chaîne pour cette invitation renouvelée au démarrage de cette campagne agricole pour aborder un sujet d'intérêt capital, notamment la problématique des intrants agricoles et des solutions de protection des cultures, les produits phytosanitaires. Quant à la question, qu'est-ce qu'un intrant agricole? Je répondrai de façon simple et basique qu'un intrant est une ressource productive ou un agri-input. C'est un produit qui est apporté à la culture et ou au sol pour aider les plants à mieux produire. Alors, quels sont les différents intrants agricoles recherchés et utilisés par les exploitants agricoles, ceux que nous appelons souvent les cultivateurs ou les agriculteurs? Nos vaillants agriculteurs, dans le souci de valoriser leur production, mieux produire et avoir plus d'argent, utilisent différents intrants agricoles, dont les semences, les produits de protection des cultures que nous appelons les produits phytosanitaires, qui comprennent les insecticides, les herbicides, les fongicides, etc. Les engrais sont également utilisés et font partie des intrants agricoles. Oui. Parfait. Alors, vous avez sorti le mot tout à l'heure, un produit phytosanitaire. C'est quoi? Produit phytosanitaire, de façon étymologique, phytosanitaire, phyto c'est plante, et sanitaire c'est la santé. Donc c'est un produit utilisé pour permettre aux cultures d'être en bonne santé. Il s'agit des désherbants, qui sont des herbicides, utilisés pour gérer les mauvaises herbes. Il y a les insecticides, qui sont utilisés pour gérer les insectes qui dérangent la culture. Les fongicides, pour gérer tout ce qui est maladie fongique qui entraîne des conséquences néfastes au niveau des systèmes de production agraire. Parfait. Alors, pourquoi les agriculteurs font-ils toujours recours à ces produits phytosanitaires? Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le problème de la main-d'œuvre se pose avec acuité en milieu rural. Et pour résorber cette problématique de main-d'œuvre, les producteurs utilisent les herbicides qui dérangent parce qu'il faut préparer les parcelles avant de passer au semis. Donc les herbicides sont utilisés, ça c'est des herbicides totaux. Il y a également ceux qu'on appelle des herbicides sélectifs, dont la culture est en place. Et au lieu de faire un sarclage manuel, on utilise un produit ou une solution de désherbage pour éviter que les mauvaises herbes rentrent en compétition avec les plantes ou les cultures hautes, pour éviter que ces mauvaises herbes constituent des cibles émergeant les insectes qui vont déranger les cultures. On utilise également ces produits phyto ou les insecticides pour gérer tout ce qui est insectes, tout ce qui est ravageur qui dérange les cultures. Parce qu'en dépit de protection phytosanitaire, on peut avoir des rendements très faibles et avoir des fruits et légumes impropres à la consommation et à la commercialisation. Donc, au vu de ces problématiques, il est important de trouver des solutions. Et ces solutions sont les produits phytosanitaires, que j'appelle beaucoup plus les solutions de protection des cultures. Parfait. Quelles sont les grandes familles des produits phytosanitaires aujourd'hui sur le marché? Sur le marché, en termes de grandes familles de produits phytosanitaires, il y a le groupe des herbicides. Et dans le groupe des herbicides, on peut les classer en herbicides sélectifs, en herbicides total, sélectifs de prélevé ou de post-levé. Il y a les insecticides, donc tout ce qui est utilisé pour gérer les insectes. Ensuite, il y a les fongicides pour gérer les maladies fongiques
qui dérangent nos cultures. Parfait. Voilà. L'utilisation de ces produits-là, on sait que dans chaque pays, il y a une réglementation des produits et solutions phytosanitaires. On va s'intéresser un peu à ce qui se fait au Togo, dans tout son ensemble, quand on sait que l'utilisation des produits phytosanitaires, les filières agricoles qui sont exigeantes en produits phytosanitaires au Togo, est-ce qu'on peut avoir une idée beaucoup plus précise de la chose en soi? Oui, en termes de réglementation, le secteur des produits phytosanitaires au Togo est régi par un certain nombre de dispositions réglementaires. D'abord, la loi 96-007 du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux et ses décrets d'application. Il y a d'abord le tout premier décret, le 98-0099, PR du 30 septembre 1998, qui porte sur les applications de la loi de 1996. Le cadre institutionnel est piloté par le ministère en charge de l'agriculture avec un démembrement dédié, notamment à la direction de la protection des végétaux, au sein de laquelle on a un comité des agréments professionnels, des autorisations et des licences qui examine les dossiers d'homologation avant l'introduction de ces produits phytosanitaires sur le marché togolais. Cette commission est également chargée d'examiner les dossiers des agréments parce que pour être fournisseur d'intrants au Togo, il faut constituer un dossier. Ce dossier doit être examiné et validé par ce comité avant l'attribution et le démarrage de vos activités. Parfait. Maintenant, quant à votre question relative aux filières agricoles qui sont exigeantes en produits phytosanitaires, il faut commencer par la filière cotonnière, parce que le cotonnier reste la culture la plus parasitée au monde. Et tant qu'on ne protège pas, on a des rendements qui sont très faibles. Donc, sur le cotonnier, il y a toute une série d'insectes qui dérangent. Il y a les mauvaises herbes qu'il faut gérer. Oui. Et donc, forcément, on a besoin des solutions phytosanitaires assez diversifiées pour y arriver. Aussi, le niébé ou le haricot comme moi, qui fait objet d'attaques d'insectes, donc il faut forcément traiter. Il y a les cultures maraîchères, la tomate, le piment, le chou et autres qui sont... Adémè que nous consommons. Adémè n'est pas trop sujet aux attaques des insectes, mais il y a certains producteurs qui se permettent d'utiliser des désherbants, ce qui n'est pas sans conséquence. Peut-être on va en parler forcément. Il y a le temps. On avance. Et donc, voilà un peu résumé les filières coton, le niébé, les cultures maraîchères dans leur ensemble, avec des spécificités tomates, oignons, choux et piment. Etc. C'est des cultures qui sont... Les oranges et autres là, non? Bon, les fruits et légumes font aussi objet d'attaque. Il y a les mouches de fruits qui dérangent. Et si on ne prend pas des dispositions qu'il faut, on a des mangues qu'on ne peut pas, par exemple, consommer. On a des oranges qui sont piquées, qui sont attaquées par des insectes. Donc, c'est également des filières qui sont gênées par des ravageurs et il faut des produits ou des solutions phytosanitaires pour les gérer. Justement, et quand vous parlez, ça me rappelle bien sûr cette enfance où quand on allait bien sûr à l'école, il faut se permettre certains loisirs avec des mangues, surtout que c'est la saison pratiquement qui commence. Quand vous prenez certaines régions du Togo, certaines zones du Togo, je veux nommer bien sûr la région des plateaux, plus précisément Kbalimé, Atakpamé et consorts, quand on dit mangue, et un peu vers Blité consort, on en sait beaucoup. Et aujourd'hui, la production et la protection de ce fruit-là n'est plus vraiment ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, la filière mangue fait objet d'attention particulière compte tenu de son importance. Mais les mouches de fruits de type Ceratitis et Batrocera, qui sont les deux espèces qui dérangent plus, ne permettent pas aux producteurs, en dépit de protection, d'assurer de bonnes récoltes. Donc dans la zone de Palimé, il y a certaines, et dans les autres régions du pays, il y a certaines variétés de mangues qui sont fortement attaquées, que les producteurs, s'ils ne protègent pas, ne peuvent pas commercialiser, ne peuvent pas consommer. Parfois, on a des mangues qui sont apparemment saines, mais quand on les découpe, l'intérieur est gorgé de larves d'insectes. Donc, il faut forcément des mesures de protection
pour gérer cette problématique. Est-ce que c'est aussi dangereux pour la santé, puisque bon, vous savez, Oui, aujourd'hui, on en consommait, les consommateurs on ne se gêne pas vraiment trop. sont assez exigeants en termes de solutions à utiliser pour gérer ces ravageurs. Et à notre niveau, pour gérer les mouches de fruits, on a développé des solutions de biocontrôle. C'est de nouvelles solutions qui ne sont pas biologiques, c'est des produits phytosanitaires, mais qui ne sont pas conventionnels, qui ne sont pas chimiques. C'est des solutions de biocontrôle, des pièges à phéromones par exemple, qu'on place dans les manguiers, qui vont attirer ces insectes pour éviter qu'ils ne causent des dégâts au niveau des fruits que nous allons commercialiser ou consommer. Parfait. On va parler bien sûr des conséquences des mauvaises utilisations des produits phytosanitaires sur la santé, l'environnement et la production agricole. On va prendre d'abord côté santé. Oui, côté santé, les produits phytosanitaires, s'ils sont mal utilisés, peuvent entraîner des conséquences néfastes au niveau de la santé. Sur quel point? Oui, comment cela se passe? Si par exemple, un applicateur utilisateur de produits phytosanitaires, avant l'application de son produit, ne respecte pas un certain nombre de consignes et il s'expose au produit, il peut avoir des risques de santé. Il y a d'abord des cas de façon aiguë, de façon subaiguë et parfois chronique. Donc des maladies qui peuvent arriver à moyen et à long terme quand on utilise mal ces produits phytosanitaires. Je sais qu'il y a un procès comme ça aux États-Unis où l'utilisation d'un produit a fait tellement parler, des années après où les gens ont porté plainte parce qu'ils ont chopé le cancer de peau et autres. Et on se demande, c'est parce qu'il n'y avait pas ces alertes-là au départ? Oui, l'applicateur, s'il ne se protège pas et s'il est en contact avec ces produits, le cas dont vous mentionnez, c'est le glyphosate, qui est récemment interdit au Togo en 2019 avec un moratoire d'1 an, et après, c'est rentré en vigueur. Le problème est là. Tant qu'on ne se protège pas avant les manipulations, il y a les risques de contact avec le produit et les maladies peuvent se développer après. Ce n'est pas tout, il y a d'autres risques au niveau de la santé. Si le producteur, après l'application, ne respecte pas ce qu'on appelle un délai de rentrée avant d'intégrer la parcelle, il va être contaminé. Ça peut avoir des problèmes après. Est-ce qu'ils sont sensibilisés sur ces points? Régulièrement sensibilisés. Nous, à notre niveau, on organise chaque année, au niveau des filières cotonnières de la sous-région, des séances de COHI pour renforcer les capacités du personnel technique. Nous faisons les mêmes choses avec les distributeurs d'intrants qui sont sur le territoire national et également avec des organisations paysannes. Ce n'est pas tout. Il y a le risque que toi et moi nous courons, c'est au niveau du délai d'action avant récolte. Il y a parfois des produits qui sont appliqués, les producteurs n'observent pas un certain nombre de temps avant de passer aux récoltes, si bien qu'on note la présence des résidus de pesticides ou de produits phytosanitaires dans les cultures, ce qui peut entraîner des conséquences au niveau de la santé. Parfait. Et quand vous le dites, bon nombre de gens se demandent, mais bien habillé comme ça, est-ce que le monsieur a toujours le contact avec les agriculteurs? Je vous le confirme, c'est quelqu'un qui est souvent dans les brousses, un peu partout. Pour l'avoir sur le plateau, il faut aller le chercher très très loin. Au fond du pays. Alors, on a parlé un peu des conséquences sur la santé. On va s'intéresser au côté environnement. Oui, au niveau de l'environnement, il y a des produits phytosanitaires, s'ils sont mal utilisés, vont entraîner des conséquences au niveau du sol, au niveau des insectes. Il y a des insectes qui seront morts, qu'on ne va plus retrouver, et cela va entraîner des déséquilibres au niveau des systèmes. De l'écosystème. De l'écosystème en général. Ah bon? Oui. Les insectes, ils doivent pas... Dans certaines zones, on utilise à tort et à des périodes non normales, non conventionnelles, des produits sur les abeilles, par exemple. Or, les abeilles sont responsables de la pollinisation. Donc, quand ces insectes ou ces abeilles sont tuées par ces produits phytosanitaires, il y aura un déséquilibre. Les rendements en fruits vont chuter, par exemple, parce que les insectes étant responsables de la pollinisation, les fruits ne vont pas produire comme cela se doit. Donc, c'est des conséquences qu'on a au niveau de l'environnement. Et parfois, au niveau du sol, il y a des produits, quand on les utilise, les mauvaises herbes qui ne poussent pas longtemps, ça va prendre du temps. Et ça traîne. Et ça traîne. Il y a certains qui sont bien, mais il y a certains, au-delà de certains temps,
ce qui n'est pas très bien. Et le Togo, par exemple, a interdit certains produits compte tenu de leur impact environnemental. Est-ce qu'il y a un suivi? L'interdiction, oui. On a vu un pays voisin qui a interdit l'utilisation de ces produits-là. Et on voit que c'est la vente, l'achat, tout est... Non, on a dit c'est bon. Mais c'est au Togo, on retrouve beaucoup plus ces produits-là. Ils viennent payer ici, ils retournent pour Bon, au l'utiliser Togo, il y en clandestinement. a. Dans les autres pays de la sous-région, il y a également les produits phytosanitaires qui sont très utilisés. Ce qu'il faut, c'est la réglementation, la mise en œuvre de la réglementation, notamment la nécessité de faire homologuer les produits avant leur utilisation. Un produit qui est homologué est passé dans les mains de la recherche, donc les tests ont été effectivement effectués sur le territoire. Il faut aller au niveau Et de les l'ITRA. chercheurs, voilà. L'ITRA et ses démembrements, notamment Oui. le Centre de recherche agronomique du littoral, Oui. le Centre de recherche agronomique de la zone forestière qui est à Palimé, Oui. le Centre de recherche agronomique de la savane humide à Kolokopé, qui s'occupe beaucoup plus des questions de coton, et le Centre de recherche agronomique de la savane sèche à Kara, qui couvre les zones nord sur différentes problématiques. Et donc, ces chercheurs font des tests pour s'assurer de l'efficacité de ces produits avant leur mise sur le marché. Parfait. Le comité des agréments professionnels, des autorisations et des licences examine des dossiers avec les questions environnementales avant d'autoriser ces produits sur le territoire togolais. Maintenant, si les producteurs font recours à des produits qui n'ont pas fait objet d'homologation, parce que venant du Ghana, nos frontières étant poreuses, les producteurs n'arrivent même pas à lire les étiquettes pour savoir ce qui est écrit. Donc, ils peuvent Surtout en anglais. Ils peuvent utiliser des produits à la place d'autres avec Oui. des conséquences sur la production. Ils peuvent sous-doser ou surdoser ces produits avec des effets de brûlure. Quand on utilise une dose qui est plus élevée que la dose recommandée, on peut avoir ce que nous appelons techniquement la phytotoxicité au niveau des cultures hautes. Parfait. Le point concernant le Ghana, on va y revenir dans le courant, bien sûr, de cette émission. Mais on va s'intéresser également à un autre point concernant les conséquences sur la production agricole elle-même. Oui, les conséquences sur la production agricole, on en a. C'est ce que je tentais de dire. D'abord, quand on surdose un produit qui est recommandé en 1 litre à l'hectare, par exemple, et un producteur se permet de l'utiliser à 3 à 4 litres parce que non informé, les cultures peuvent s'exposer à de la phytotoxicité. Oui. Ça va entraîner des rabougrissements au niveau des plants, les plants qui ne vont pas bien se développer. Au finish, il y a une réduction du rendement. Donc, les rendements sont faibles et la production n'est pas importante. Il y a également des effets de sous-dosage. Un produit qui est recommandé à une dose donnée, on l'utilise à une dose qui n'est pas recommandée. Au finish, on n'aura pas la protection souhaitée. Et on peut obtenir en fin de production des outputs qui sont impropres à la consommation et à la commercialisation. Donc au niveau de la production, voilà un peu les conséquences qu'on peut avoir de la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. Et justement, et on a ces genres de produits des fois qui traînent sur les étalages. On se dit, mais la mangue là ou l'avocat là n'a fait que 2 jours, mais déjà pourri. On se pose mille et une questions. On se pose mille et une questions. Oui, ben, l'avocat ou les mangues, si ils n'ont pas atteint la maturité physiologique et récoltés parce que les vendeurs sont pressés, Et peut on avoir essaie de les mûrir. Oui, il y a également des produits qui sont utilisés, mais s'ils sont mal utilisés, on va obtenir des fruits qui, au bout de quelques jours, ne vont pas être très bien pour la consommation. Parfait. Puisque c'est les conséquences que nous venons bien sûr de toucher, on va s'intéresser un peu aux conséquences. Comment faire pour éviter ces conséquences négatives et quelles sont les dispositions à prendre pour mieux gérer ces produits phyto déjà présents, on le veut ou pas. Il faut maintenant encadrer pour pouvoir se sentir à l'aise après. Oui, pour mieux gérer, d'abord, il faut que les producteurs fassent recours à des produits ou des solutions qui sont homologués, donc autorisés par les structures étatiques présentes. Ça veut dire que les produits qui viennent du Ghana ou d'ailleurs, qui n'ont pas fait objet de tests au niveau de nos centres de recherche, ne doivent pas faire objet d'utilisation. Il faudrait sensibiliser les utilisateurs sur les produits phytosanitaires. Comment utiliser les produits, à quelle étape de la culture il faut l'utiliser, quel est l'insecticide ou le fongicide ou l'herbicide qu'il faut utiliser pour gérer telle ou telle problématique. Parce que les problématiques sont assez variées, assez diverses, et si on utilise une solution à la place d'une autre,
on peut avoir des conséquences. Il faudrait de la sensibilisation pour que les applicateurs, avant d'aller sur le terrain, mettent ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle. Et il faudrait qu'ils respectent le délai de rentrée et le délai d'action avant récolte pour éviter d'intoxiquer ou pour éviter la présence des résidus de produits phytosanitaires dans les produits finis ou dans les outputs. Voilà. On sait que vous, à votre niveau, vous faites beaucoup de choses en matière de sensibilisation, l'encadrement sur le terrain dans tout son ensemble. Mais au niveau des premières autorités du pays, est-ce qu'il y a ces genres de séances qui sont organisées, celles-là, puisque, j'ose croire, vous travaillez en collaboration. En collaboration. Bien évidemment, nous travaillons en collaboration avec les structures étatiques et la direction de la protection des végétaux fait des descentes sur le terrain pour réglementer le secteur, pour donner des conseils aux acteurs des filières agricoles, aux distributeurs des intrants et aux producteurs pour une bonne utilisation de ces produits qui foisonnent nos marchés. Parfait. Puisque vous avez touché plusieurs fois ce point, sur le marché togolais abondent plusieurs produits phytosanitaires non homologués en provenance de nos voisins de l'Ouest, je vais nommer le Ghana. Pourquoi cette situation ? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que nos frontières sont très poreuses. Un produit qui est au Ghana peut facilement se retrouver sur le marché togolais. Et la problématique majeure auquel font face les acteurs de la fourniture des intrants agricoles au Togo, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Dans les autres pays de la sous-région, les produits phyto ne sont pas assujettis au paiement de la TVA de 18%. Au Togo, on a cette TVA. Et donc, en termes de prix de cession, on a des prix qui sont relativement plus intéressants au Ghana qu'au Togo. Donc, les producteurs, dans la recherche des produits moins-disants, font recours à ces produits qui inondent nos marchés. Et à ce jour, les statistiques montrent que 80% environ des produits phytosanitaires sur le marché de la distribution privée sont des produits qui ne sont pas homologués, qui viennent de nos voisins de l'Ouest. Donc c'est ce qui explique un peu c'est l'abondance des produits du Ghana sur le marché. C'est le prix qui est le facteur déterminant et c'est ce verrou de la TVA qu'il faudrait sauter pour qu'on soit compétitif et qu'on ait des produits phytosanitaires homologués, répandus sur toute l'étendue du territoire togolais. Il faut revoir ce côté-là, surtout quand on sait que le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a un amour fou pour ce secteur-là, fait la promotion de ces agriculteurs. On a vu bien sûr les différentes rencontres du nord jusqu'au sud. Je veux parler bien sûr de ce forum des paysans du Togo qui a eu lieu un peu partout dans les grandes villes du pays. Et il va falloir qu'on revoie ce côté de la TVA, c'est bien ça? Oui. Pour pouvoir faciliter la tâche aux uns aux autres. Oui, parce que là, éviter ces produits non homologués sur le marché qui fait que les acteurs sur le terrain ont de la peine à mieux gérer la situation. Bien évidemment, parce que 18%, c'est quand même à peu près 1/5 de la valeur du produit. Oui. Donc le producteur, voyant 1/5, il va chercher à prendre un produit qui est moins cher. Et donc, si on arrive à sauter ce verrou de la TVA, et nous sommes confiants que le chef de l'État est sensible à nos préoccupations, et si tout va bien, on pourra arriver à la compétition avec les autres produits, surtout qu'on est en train de migrer vers un système ouest-africain d'homologation des pesticides, avec la notion de QHP qui est en train d'être mise en place. Cela suppose qu'on aura une homologation unique dans la sous-région. Un produit qui est homologué au Ghana peut arriver facilement au Togo. Si le Togo demande 18% de TVA alors que les autres pays ne demandent pas, c'est que le marché togolais sera envahi par les produits qui viennent des autres pays. Parfait, parfait. Alors, quelles sont les mesures à envisager pour faciliter l'accès, bien sûr, des producteurs togolais aux produits phytosanitaires de qualité? Oui, pour avoir accès aux produits phytosanitaires de qualité, il faut que les distributeurs d'intrants sur le territoire togolais occupent le territoire. Mais avant cette occupation, il faut qu'ils aient des produits assez compétitifs. Donc, le verrou de la TVA de 18% doit être sauté sur les produits phytosanitaires pour nous permettre d'être au même niveau ou d'être sur la même longueur d'onde que les autres pays de la sous-région. Cela va faciliter un accès équitable et une distribution dans les différentes régions des produits qui sont homologués et qui répondent aux normes internationales pour aider nos variants producteurs à
améliorer le système de production agricole. Je pense que l'information est passée à ce niveau. On va aborder l'intrant agricole surtout. Et engrais, depuis 2 ans, on sait que ça se fait rare, comme les lames de chien, au niveau des producteurs. Et on se demande, sur le marché bien sûr, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et l'engrais devient de plus en plus rare au Togo. Oui, l'engrais pas seulement au Togo, mais dans les différents pays de la sous-région, parce que pour fabriquer les engrais, on a besoin de quantités importantes d'énergie. Et le coût de l'énergie au niveau mondial a fortement augmenté. Et quand le prix de l'énergie a augmenté, c'est que les coûts de production des engrais ont augmenté. Les grands pays producteurs de l'engrais sont l'Ukraine et puis la Russie, qui sont en guerre. Et donc, quand ces deux pays sont en guerre, normal que les engrais coûtent très cher. Pour fabriquer, par exemple, l'engrais urée, il faut une température de plus de 200 degrés Celsius sous une pression de 180 bars environ. Et si le coût de l'énergie flambe, c'est que le coût de production des engrais va flamber. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc les engrais se sont fait rares. Le premier producteur mondial d'engrais, Yara, a fermé 40% de ses usines qui ne sont plus opérationnelles à cause des coûts de production élevés. Normal que les engrais se fassent rares sur le marché. Parfait. Quelles sont donc les mesures? Les mesures prises pour faciliter l'accès, bien sûr, à ces engrais aux producteurs pour cette campagne agricole. Ça s'annonce déjà belle, hein, ouais, visiblement. Les pluies sont au rendez-vous. Oui. On attend que les autres intrants soient réunis. Et les engrais qui se sont fait rares la campagne passée, cette année, on a la chance. La semaine passée, vous aurez certainement vu sur les réseaux sociaux ou sur les médias, le Premier ministre a réceptionné 60 000 tonnes d'engrais. Et donc, la campagne va démarrer et les producteurs pourront avoir un accès facile à un prix subventionné. L'année passée, qu'est-ce qu'on a eu? Pourquoi les engrais sont devenus très rares? Et pourquoi les producteurs n'ont pas facilement eu accès aux engrais? Ils étaient autour de 13 000 francs l'année surpassée. L'année passée, le prix réel passe autour de 25 à 28 000. Et donc, les producteurs ne pouvaient pas se permettre d'acheter les intrants, les engrais pour fumer leurs parcelles et avoir de bons rendements. Et le gouvernement a pris la mesure et a tout fait pour ramener les prix autour de 18 000 francs. Donc il y a une forte subvention, 17 milliards environ l'année passée, pour ramener les prix à un niveau acceptable et faciliter un accès aux producteurs. Parfait. On va évoluer bien sûr dans cette émission quand on sait bien sûr que les engrais, on en parle, mais d'aucuns se disent qu'il y en a différents types. Lesquels sont déjà disponibles sur le marché? Quels sont les secteurs dépendants, bien sûr, de ces engrais-là? D'accord. Nos cultures sont assez dépendantes parce que les engrais, c'est des éléments qu'on apporte aux cultures. C'est des éléments de nutrition ou c'est des solutions de nutrition. Tout comme les hommes mangent, les plantes doivent manger. Ah oui? Oui, les engrais, c'est ce qu'on apporte à la plante pour lui permettre d'évoluer. Et sur le marché togolais, les engrais les plus utilisés sont le NPK 15-15-15 et l'urée 46%, qu'on utilise sur presque toutes les cultures, le maïs, le coton, les cultures maraîchères. Le soja légumineuse est moins dépendante d'engrais, on n'en utilise même pas au Togo. Mais de nos jours, il y a des engrais liquides ou les engrais foliaires qui commencent par faire leur apparition sur nos marchés et qui sont utilisés beaucoup plus en culture maraîchère. Parfait. Parfait. On va s'intéresser maintenant, bien sûr, aux biostimulants. Dans cette émission, quand on sait que l'utilisation, bien sûr, de cette biostimulation qui devient de plus en plus récurrente, on se demande, pour un profane, je ne suis pas un expert comme vous, c'est vous qui avez fait l'étude et vous maîtrisez les rois. Quand on en parle, justement, il s'agit de quoi? Oui, la biosimulation de nos jours, ça rentre dans les habitudes de production agricole. Et les biostimulants sont des micro-organismes ou des substances qui sont apportées aux cultures ou au sol pour aider les cultures à se passer des périodes sensibles. Il y a par exemple des biostimulants qui vont permettre à la culture de ne pas sentir les variations de température et de chaleur que nous appelons les stress abiotiques. Donc pas de stress au niveau de la plante.
les biosimilants qui vont permettre aux cultures d'avoir des systèmes racinaires plus développés. Donc, quand on a un système racinaire plus développé, c'est que la plante peut mieux valoriser les engrais qui lui sont apportés. Donc, estimer un potentiel de rendement et avoir un rendement meilleur au finish. Il y a combien sur le marché et les filières concernées? Oui, les filières concernées par l'utilisation des biosimilants, c'est presque toutes les cultures, mais on en retrouve depuis l'année passée sur le soja, par exemple. Nous, on a livré une solution de biosimulation pour traiter 10 000 hectares de soja. Et cette année, on va livrer la même solution, le SmartFeu, pour 20 000 hectares au Togo. Au Bénin aussi, on va livrer des quantités importantes. Donc, ces solutions de biosimulation au finish permettent aux producteurs d'améliorer sensiblement les rendements. Vous savez qu'au niveau du soja, les gens produisent beaucoup, les superficies sont importantes, mais les rendements sont faibles. Donc, pour aider les producteurs à booster les rendements de l'ordre de 20 à 30%, il faut utiliser les biosimilants. Vous savez, en agriculture, les petits stress entraînent de graves conséquences. Ah oui. Et au niveau du soja, par exemple, quand les variations de température et de chaleur sont élevées, on assiste à la chute des fleurs. Et quand il n'y a pas de fleurs, c'est qu'il n'y aura pas de gousse. Et quand il n'y aura pas de gousse, il n'y aura pas de bon rendement. Ouais, oui. Donc, il faut gérer ces stress abiotiques et permettre au soja d'avoir de bons rendements. Voilà un peu. C'est parfait, Christopher Degboavi. Je rappelle bien sûr que vous êtes ingénieur agro-économiste, expert en ingénierie agronomique et directeur commercial Antiope Charles et Community Manager, bien sûr, de la multinationale Savannah, qui est bien sûr spécialisée dans la production ou la fourniture des intrants agricoles. Nous allons parler d'un autre point aussi, intrants agricoles et semences. Les semences aujourd'hui faisant partie intégrante, bien sûr, des intrants agricoles. Quelles sont donc les diverses semences sur le marché aujourd'hui? Sur le marché togolais, on a des semences diverses. D'abord, je vais parler des grandes cultures. Le maïs. Le maïs, oui. Le niébé ou le haricot, Oui. le riz, le soja. Il y a des semences qui sont produites localement et qui sont distribuées par le réseau des producteurs semenciers. Et des structures qui interviennent dans la fourniture des intrants agricoles. Ils sont bien organisés? Oui, le réseau est bien organisé, avec des productions sous la supervision de la direction des semences et plants au sein du ministère en charge de l'agriculture. Il y a également des semences qui sont importées. Vous prenez les semences maraîchères, qui sont soit des semences OP, Open Pollinated, ou des semences hybrides sur le marché togolais. Et ces semences sont importés d'autres pays et sont utilisés pour permettre aux producteurs d'évoluer. Parfait. Oui. Parfait. Parlant bien sûr des semences, vous avez eu à toucher le point. Les hybrides sont sur nos marchés. Actuellement, si on le veut ou pas, elles sont déjà disponibles. Alors, qu'est-ce en réalité une semence hybride? Oui, une semence hybride, comme elle abonde sur le marché maintenant, il faut communiquer là-dessus. Les semences hybrides sont des semences issues des croisements pour obtenir des caractéristiques performantes recherchées par un ou plusieurs exploitants. Par exemple, on a des variétés qui vont donner des rendements plus élevés. Tout le monde est à la recherche de rendement. Il faut faire recours à des semences hybrides. On a des semences hybrides qui ont une tolérance au stress abiotique, au stress hydrique. Par exemple, actuellement, on a des problèmes de déficit hydrique. Quand on a des variétés qui peuvent résister mieux à ces déficits hydriques, il faut vraiment les adopter. Il y a parfois des semences hybrides qui sont recherchées à cause de la taille des plants. Vous allez voir sur le marché des papayes ou des papayers de type nain qui sont croisés. Un peu bizarre, et puis ça donne tellement beaucoup. C'est des variétés hybrides qui sont des fois, quand on voit comme ça, on a peur de manger. On dit, mais est-ce que c'est propre à la consommation? À ce jour, les hybrides, on ne court pas de risque quand on fait recours à des semences hybrides. Il y a un autre type, peut-être on aura le temps d'aborder la problématique sous cet angle, les OGM dont on en parle, mais les hybrides, à ce jour, il n'y a pas de risque qu'on encourt. C'est des croisements qu'on fait. On cherche des parents différents
qui présentent certaines performances ou certaines caractéristiques qu'on recherche, on les croise pour obtenir en F1 ou la fractile 1 ou la première génération des individus ou des semences qui sont performantes et qui répondent à certaines normes. C'est comme dans la race humaine. Hein? Oui. Alors, je voudrais maintenant que vous nous parliez un peu de ce qui explique bien sûr la présence de ces semences-là sur le marché africain et en particulier celui togolais. Oui, le marché togolais, je vais raisonner d'abord en termes de semences hybrides de maïs. Le maïs reste la culture la plus répandue et la plus cultivée au Togo. La preuve, l'année passée, sur environ 1 600 000 hectares emblavés, le maïs a pris près de 780 000 hectares. Mais les rendements sont très faibles. Le rendement moyen au Togo, sur la base des données des 10 dernières années, donne 1,2 tonnes par hectare. Alors qu'on a des hybrides qui ont un potentiel de 12 tonnes à l'hectare, de 10 tonnes à l'hectare, et qui, en milieu paysan, peuvent permettre d'obtenir des rendements au-delà de 7, 8, 9, 10. Donc le producteur, pour éviter de faire de la culture extensive, va s'intéresser à l'intensification de la culture avec des semences hybrides qui sont mieux adaptées. Il y a ce problème de changement climatique avec des variations de température et des déficits hydriques. Donc, il faut des semences qui sont adaptées, qui peuvent mieux résister à la sécheresse. Donc, voilà un peu ce qui explique de nos jours la présence des semences hybrides sur le marché. On ne va pas semer parce qu'il faut semer. Il faut semer pour rentabiliser les systèmes de production. Et quand on a des semences qui sont stabilisées depuis des années et qui n'arrivent plus à donner des rendements importants, le producteur fait des efforts mais ne gagne pas sa vie. Ah oui. Donc la notion de rentabilité doit être au cœur des discussions avec le monde paysan. Il ne sert à rien de faire 10 hectares pour sortir un rendement faible. Très faible. Si on a la possibilité d'emblaver 2 hectares et avoir le même rendement que celui qui a fait 10 hectares. Et ils nous nourrissent, mais ils ne sont pas à l'aise aussi après. Voilà. Un peu... Ils font des efforts. Beaucoup. Ils produisent. Mais en termes de rentabilité et de viabilité des systèmes de production, on n'est pas à l'abri. Parfait. On va parler semences et OGM, ça vous dit? Oui. Parfait. Organisme génétiquement modifié, le sujet des semences OGM aujourd'hui fait couler beaucoup ces derniers temps d'encre et les médias en parlent tous les jours que le bon Dieu fait. Au Togo, on en parle, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans tout son ensemble et en Europe, on en parle également. Qu'est-ce qu'une semence OGM pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas forcément agriculteur, qui entend parler, se demande... Oui, la question des OGM fait couler beaucoup d'encre et beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences. Les OGM sont des organismes génétiquement modifiés, donc il y a des modifications au niveau génotypique et donc pour avoir, l'objectif c'est d'avoir des rendements ou d'avoir certaines caractéristiques qui sont recherchées. Oui. Mais à ce jour, même si dans certains pays européens et américains, on adopte les semences OGM, nos pays africains se réservent. Il y a le Burkina qui a fait l'expérience avec les semences de coton BT, les semences de coton OGM. Les rendements n'étaient pas au rendez-vous et les fibres n'étaient pas de bonne qualité. Et donc ça a été abandonné. Le Togo, par exemple, dans son corpus juridique, n'a pas autorisé d'OGM. Donc, on est pour le moment à l'abri. Mais les frontières étant poreuses, il faudrait prendre toutes les dispositions pour que ces semences qui ne sont pas appréciées de tous ne rentrent sur nos marchés et ne se retrouvent dans nos exploitations agricoles. J'aime bien cette nuance-là. Les frontières étant poreuses, il faut prendre des mesures qu'il faut pour pouvoir bien sûr encadrer. On va parler un peu de cette saison agricole qui s'annonce en termes de fourniture des intrants agricoles. En avons-nous? Oui, de façon globale, les fournisseurs d'intrants du Togo sont organisés. Chacun, en ce qui le concerne, dispose des intrants en quantité suffisante pour la campagne. Le réseau des semenciers est là et a des semences en quantité pour cette campagne. L'État, à travers la centrale d'achat et de gestion des intrants agricoles, la CAGIA, a fait venir des stocks importants d'engrais. On espère que toutes les dispositions seront prises pour une mise à disponibilité de ces engrais à temps et en quantité pour chaque producteur afin d'assurer une campagne agricole réussie.
Alors, quelles sont les actions à mener pour une réussite de cette campagne agricole-là? Oui, pour une réussite de cette campagne, il faudrait que chaque producteur fasse recours à des intrants qui sont adaptés pour son système de production. Il faudrait que chacun cherche à temps les semences, que chacun respecte les itinéraires techniques recommandés par les structures de vulgarisation qui sont là et de recherche. Il y a l'ICAD, les conseillers de l'ICAD qui sont là. Il y a l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, qui fait du bon travail. Il y a des ONG qui appuient les producteurs. Il y a d'autres démembrements ministériels qui s'occupent des systèmes de production ou des activités en milieu paysan. Donc, les conditions sont réunies pour cette campagne et on espère que chacun va essayer de faciliter un accès des intrants en priant bien sûr Dame Nature, parce que l'excès et le déficit hydrique sont tous nuisibles. Si tout est réuni et il ne pleut pas, le producteur ne peut pas obtenir un bon rendement. Donc il y a parfois des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas, que le producteur ne maîtrise pas. Mais on espère que Dame Nature sera de notre côté pour une bonne réussite de cette campagne. Parfait. On ne va pas se séparer sans que je ne vous pose cette question-là. De nos jours, il y a une tendance vers le bio. Le bio, y a-t-il des intrants bio sur le marché togolais? Parce qu'on se dit, mais qui fait finalement le bio? Quand on sait qu'il y a tellement de choses qui se font là, on se dit, mais est-ce que c'est réellement du bio? S'il y en avait vraiment qui est fait d'une façon organisée, est-ce qu'il y a des intrants? Merci pour cette question assez pertinente. Le Togo est le premier pays exportateur de soja bio vers le marché de l'Union européenne. Et je profite pour faire clin d'œil à ce monsieur-là que je connais bien, monsieur Kofi Tchekpogli, qui est l'un des acteurs sur le marché aujourd'hui, qui est dans le domaine, qui fait beaucoup avec d'autres acteurs également. Oui, c'est des acteurs qui, jour et nuit, travaillent pour rehausser le niveau de vie des producteurs, des sojaculteurs. Aujourd'hui, le Togo a beaucoup avancé. Et M. Kofi Tchekpogli, à qui je fais également un clin d'œil, est le secrétaire du conseil interprofessionnel de la filière soja. Donc, c'est des acteurs qui s'activent pour sortir les producteurs de la précarité. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il y a des intrants bio sur le marché togolais. Oui, on a des intrants bio sur le marché. Et qui parlent d'intrants bio, parle des solutions de biocontrôle, des solutions de bionutrition et des solutions de biosimulation. Le biocontrôle, c'est des solutions qui sont utilisées pour contrôler les ravageurs au niveau des cultures. Donc, les bioinsecticides, les biofongicides sont disponibles sur le marché en fonction des besoins des agriculteurs. Et en termes de solutions de biosimulation ou de biosimulants sur le marché, au niveau de la filière soja, nous avons mis sur le marché notre SmartFeuille, qui est une solution innovante, mais qui permet aux producteurs de soja et d'autres filières agricoles de booster les rendements des cultures, qui est important pour aider les producteurs à sortir de leur précarité. Parfait. Christopher, on va se séparer. Mais avant de se séparer, puisque c'est déjà la fin de l'émission de ce jour, parlez-nous un peu de vous, ce que vous faites. Vous êtes l'un des acteurs clés que j'ai pris du temps pour fouiller, chercher. Comme d'habitude, j'ai eu recours à certains de vos enseignants avec qui j'ai causé un peu depuis le lycée, à l'université, et certains collègues qui m'ont parlé beaucoup de vous. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, en une minute de vous et puis ce que vous faites au niveau de Antiochal. Merci, Christopher Degbevis, c'est mon nom. Je suis ingénieur agroéconomiste ayant une expertise avérée en ingénierie agronomique et en protection des végétaux. Je suis directeur commercial de la société Antiochal qui est spécialisée dans la fourniture de tout ce qui est intrants agricoles. Vous en avez à go? Nous avons à notre niveau des solutions diverses pour le secteur agricole. Les solutions de protection des cultures, qui est notre corps de métier, les insecticides, les herbicides, les fongicides. Nous avons des solutions de bionutrition, nous avons des engrais correcteurs du sol,
notre biosol, notre réseau fertile pH. Nous avons des solutions de biosimulation, le SmartFeuille dont je parle, puisqu'on a la chance de travailler avec la plateforme industrielle d'Adéticopé. Oui. On leur a fourni pour traiter 10 000 hectares l'année passée, on fournit pour traiter 20 000 hectares cette année. Ce n'est pas rien. Donc, en termes de fourniture d'intrants agricoles, notre société a une expertise avérée. On est là depuis. Et également, je suis community manager d'une boîte, Savannah France, qui intervient dans plus de 10 pays d'Afrique avec la fourniture des solutions de nutrition des plantes, des solutions de protection des cultures, des solutions de biosimulation, qui a également une branche industrielle avec des solutions chimiques industrielles et des solutions destinées à d'autres corps de métier. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes bien sûr Christopher Deboivy, vous êtes ingénieur agroéconomiste, expert en ingénierie agronomique, directeur commercial de l'Antéorsar, les community manager bien sûr de la multinationale Savannah France, spécialisé bien sûr dans la fourniture des intrants agricoles. J'ai un message pour vous et ça vient de vos anciens amis, camarades du grand lycée de Zomaï qui vous dit félicitations pour le travail que vous faites. Merci, merci à ces anciens camarades. Ils sont très nombreux, chacun dans un secteur d'activité. Et nous sommes là pour rehausser les niveaux. Nous avons des défis et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour aider chacun dans son domaine, les acteurs à évoluer pour un Togo nouveau, un Togo prospère et une évolution de chacun de nous. Merci bien. Un peu partout et à Kpali, mais plus précisément au quartier Zomaï, vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très bientôt.